Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine. On va parler des informations de vendredi sur quelque chose qui s'est produit jeudi. Donc un événement où sur le site Ynet, on est à Attar chez la Médina, le site de la nation. L'homme divorcé jouait avec sa fille. Quelques heures plus tard, il a ouvert le feu sur Odeya, suspecté d'avoir planifié le meurtre. Meurtre d'une femme à Jérusalem, l'agent de sécurité Daniel Zelka ou Zilka jouait avec sa fille et quelques heures plus tard s'est approché de la mère de la fille, de son ex-femme, Hodeya Fedida, donc de son nouveau nom. On ne sait pas quel est son nom de jeune fille. Son ex-femme, entre guillemets, enceinte, et l'a abattue. Alors, il manque beaucoup d'informations. On nous balance des trucs comme ça pour nous donner une première impression, pour influencer la façon dont on va réagir, dont on va interpréter ces événements. Et c'est voulu, c'est fait exprès, comme on va le voir plus tard dans la suite. Il y a des choses qui sont connues de ces journalistes qui volontairement ne vont pas vont être mises sous silence ici dans cette première approche. On nous dit pas si elle était enceinte de son enfant à lui ou du nouveau conjoint. Son mari a entendu les coups de feu, donc il s'agit du nouveau conjoint. La détention de l'homme divorcé qui a tenté de se suicider et se trouve dans un état très grave a été prolongée. La police dispose de documents sur l'incident. Donc le type, il s'est tiré une balle dans la tête, donc on se demande en quoi il est détenu, d'accord, si ce n'est qu'il y a des policiers peut-être à l'hôpital qui surveillent à l'entrée de sa chambre, d'accord, d'hôpital. Donc ça, là aussi, il manque des informations. La police dispose de documents sur l'incident. Ah bon? Alors lesquels? Les organisations de femmes interpellent le gouvernement. Bon, évidemment, elles vont tout de suite monter au créneau sans se poser de questions. Une femme est assassinée tous les 8 jours et il faut renforcer la réglementation sur le port d'armes. Alors tout de suite, il faut faire quelque chose. C'est donc la fameuse Bina Yetera, la fameuse euh, forme d'intelligence qui amène à tirer des conclusions qu'elle en a en trop, la femme, c'est-à-dire que ça la pousse à tirer des conclusions hâtives. Donc ici, il faut renforcer la réglementation sur le port d'armes, évidemment. Comme si c'était ça la raison, même d'après leur façon d'interpréter à elles les événements, comme si ça allait aider dans des cas pareils. Et ici, il est évident que renforcer la réglementation sur le port d'armes n'aurait aidé en rien dans ce cas-là, et, euh, et ça n'avait rien à voir. D'accord. Une femme est assassinée tous les 8 jours. Ok. Quel est le rapport? Euh, les femmes constituent moins de 20% des homicides. Donc, un homme est assassiné, deux hommes sont assassinés tous les jours. Donc, il faudrait renforcer quelque chose pour protéger les hommes. Voilà. Donc, la suite, les événements survenus donc avant-hier soir. Le meurtre et la tentative de suicide. Donc, quelques heures après le quartier de Gilo à Jérusalem, lorsque Daniel Zilka a abattu son ex-femme, entre guillemets, Odeya Fedida, enceinte du nouveau conjoint, avant de tenter de mettre fin à ses jours. Donc, il n'a pas tenté, il s'est tiré une balle dans la tête. De nouveaux détails sur ce tragique incident ont été révélés aujourd'hui. On soupçonne notamment que le meurtre avait été planifié. Bon, ça fait pas vraiment de doute, et qu'il ne s'agissait pas d'un acte spontané. Bon, tout ça, c'est pour la peine qui a encouru que ça change. Il apparaît également que le compagnon de Hodeya, repenti, enfin, Baalat Tshuva, ici, il y a une mauvaise traduction de Google, c'est elle qui a fait Tshuva depuis son divorce, donc drôle de façon de faire Tshuva, a quitté leur domicile et elle a entendu la fusillade qui a finalement... lui, il est parti, donc d'accord. Lui, il a quitté le domicile pour aller jeter les poubelles et il a entendu le tir qui a causé la mort de sa prétendue femme. Donc voilà la personne en question et la police. Selon des informations complémentaires, Zilka, toujours dans un état très grave, se serait rendu chez la mère d'Odeya chez la mère de la petite fille
qu'ils ont en commun pour lui remettre une pension alimentaire. Quelques heures plus tôt, il s'était rendu chez la mère de Odeya, où il avait joué et mangé avec la petite. Le soir, Odeya et son compagnon ont quitté leur domicile, lui pour jeter les poubelles et elle pour récupérer l'argent de la pension alimentaire qu'il avait prévu de lui remettre. C'est à l'heure que le meurtre a eu lieu. La police dispose de documents sur l'incident et la garde à vue du suspect a été prolongée jusqu'à dimanche prochain. On ne sait pas de quelle garde à vue il parle. Il est où le suspect? S'il est dans un état très grave, a priori, il est à l'hôpital. Donc, il faudrait ici plus d'informations. La mère de Odeya a déclaré à Ynet: elle était belle, intelligente, vertueuse, une fille qui faisait pas de mal à une mouche. Bon, apparemment, elle a fait du mal à son conjoint dans le processus du divorce. Elle a grandi elle a grandi de façon formidable. Il y a une mauvaise traduction ici. Elle a grandi de façon formidable. Elle s'est mariée de façon formidable et elle était divorcée d'avec lui parce qu'il n'était pas religieux. Ah bon? Est-ce qu'elle était plus religieuse dans sa façon d'agir? A-t-elle déclaré à propos de sa fille. Et elle poursuit, puis elle a construit une nouvelle famille. Il est venu lui apporter la pension alimentaire et l'a tué sur le parking près de son, entre guillemets, mari. Heureusement, ma petite fille était avec moi. Donc, il avait prévu la chose, hein. Donc, évidemment, il a fait en sorte que nous avons mangé des pizzas et joué. Tout semblait normal, avec des sourires. Il n'était pas violent, il était calme, mais il était jaloux qu'elle soit tombée enceinte. Donc, pas de jugement de valeur de Ynet ici sur la présomption de la mère, comme si c'était parce qu'il était jaloux qu'elle soit tombée enceinte. Alors que vraiment, ça n'a pas de grand. A priori, c'est très. On peut facilement remettre en question cette affirmation lancée euh, à la va-vite. Elle a également déclaré à propos de sa fille: elle a étudié l'enseignement, a travaillé dans une école pour enfants handicapés, une fille sur laquelle il n'y avait rien à dire que des mots gentils. Ce qui était marrant, c'est que Ynet interroge la mère de la fille qui ne nous dit que des bonnes choses sur elle. Et c'est un témoignage dont on a un peu rien à faire, puisque c'est sa mère qui parle sur elle, oui. Donc ça vaut rien à nos yeux. Alors, on aurait aimé entendre ça de la part de la famille de celui qui a tiré. Là, ça aurait peut-être eu plus de valeur. Zelka, un agent de sécurité titulaire d'un permis d'armes à feu par sa profession, a tiré sur son ex-femme sur le parking de son domicile avant de tenter de se suicider, avant de se tirer une balle dans la tête, hein. Selon ses proches, le divorce n'était pas catastrophique. Donc, là, la traduction ne veut pas remettre ce qui a été marqué en hébreu, hein. Selon ses proches à elle, le divorce n'était pas catastrophique et le couple n'était pas connu. Je vous traduis comme ça parce que j'ai lu l'article en hébreu avant. Le couple n'était pas connu des services de police pour des crimes violents. Bon, le couple, ça veut dire ni elle ni lui, d'accord? Une autre façon de dire que lui n'avait pas d'antécédents. La femme a été déclarée. Oui, lui n'avait pas d'antécédents, mais au lieu de dire que c'était un homme normal qui n'avait pas d'antécédents judiciaires, il faut forcément, comme c'est quelque chose de positif, l'attacher à sa femme et dire le couple, alors que ça n'a rien à voir avec elle ici. La femme a été déclarée morte à l'hôpital Shaare Zedek et le suspect a été hospitalisé pour une blessure à la tête. C'est marrant, maintenant ils disent une blessure à la tête. Pendant tout l'article jusqu'à présent, il nous disait tentative de suicide. Un sous-entendu qu'il a fait un petit acte de rien du tout, alors qu'en fait il s'est tiré dans la tête, d'accord? Les médecins qui l'ont pris en charge sur place ont qualifié l'incident de choquant, bon, évidemment. Demande au gouvernement formuler une politique plus stricte en matière d'armes à feu. Bon, les organisations des femmes, etc., nous réclamons des critères plus stricts pour les tests de santé mentale, mais ça ne servira à rien parce qu'apparemment il avait une santé mentale très bien et son permis d'armes à feu n'a pas lieu d'être remis en cause. Choqué et profondément attristé par le meurtre d'une jeune femme, par celui de son futur enfant et par la douleur d'une fillette de 3 ans orpheline de mère. Bah non, elle est orpheline de ses deux parents puisque lui apparemment va bientôt y rester. Mais bon, ils n'ont pas dit qu'elle risque d'être orpheline de ses deux parents parce qu'on s'en fiche un peu du père. C'est ça leur point de vue à eux. Tous les 8 jours en moyenne, une femme, les femmes, 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 alors que plus de 80% des homicides, ça concerne les hommes, d'accord? Les victimes sont des hommes.
Alors plusieurs questions se posent hein, à la personne qui est un peu avertie. Il y a plusieurs choses qu'on voit ici qui nous permettent d'arriver à certaines conclusions ou certaines suppositions, d'accord? La première, c'est qu'il voyait sa fille uniquement chez la mère de la mère, donc chez la mère de son, entre guillemets, ex-femme, euh, une heure ou deux, on ne sait pas si c'est par jour, par semaine, on n'a aucune idée, mais il ne pouvait pas voir sa fille chez lui, d'accord? Il a été privé de la liberté de voir sa fille. La deuxième chose, c'est qu'il avait toujours son arme sur lui, et donc il avait toujours son permis. Donc comment se fait-il qu'il ne voyait pas sa fille chez lui? Apparemment, c'est parce qu'elle a fait une plainte sur lui, comme quoi il était violent, etc. D'accord? Mais si c'est le cas, pourquoi avait-il encore son arme? La police aurait dû lui retirer son permis d'arme. Et il est évident que la conclusion à cela, c'est que la police n'a pas vu de choses concrètes dans la plainte de la femme concernant la plainte d'Odeya concernant la violence de Monsieur Zelka. Et c'est pourquoi ils n'ont pas vu une nécessité de lui retirer son permis d'arme. Et on peut aussi voir qu'il devait lui remettre en main propre donc la pension alimentaire, dans la même lancée du fait qu'il ne pouvait pas voir sa fille librement. Et, euh, et elle, apparemment, elle s'est remariée et elle était enceinte. Et on se retrouve dans une situation assez bizarre où cet homme-là, en fait, se retrouve avec son enfant qui a été capturé, enlevé par la femme par le biais des tribunaux d'État, d'accord, qu'ils soient rabbiniques ou qu'ils soient laïques. Et du même et en parallèle, c'est lui qui doit payer donc euh, la personne qui a enlevé sa fille, c'est-à-dire son ex-femme entre guillemets. Il semble évident quand on voit quelque chose de pareil que le guet n'a aucune valeur, d'accord, parce qu'il est très clair de par son acte, hein, s'il en fallait plus de preuves, qu'il n'était pas d'accord avec les circonstances qui lui ont été imposées, d'accord. Et donc, il est évident que le guet n'a pas pu être donné de plein gré. Donc, il est évident que la femme était en train de commettre l'adultère avec ce nouveau conjoint avec lequel elle était soi-disant mariée, et que l'enfant qui était dans son ventre était un mamzer. Et je vous renvoie à Yebamot, à une bête, où c'est marqué là-bas que Dieu fait disparaître les mamzerim, mais ça n'a aucun rapport avec sa disparition à elle. Mais ce qu'on peut voir ici, c'est qu'apparemment, il y a eu des fausses plaintes, ou en tout cas l'utilisation de tribunaux qui ne jugent pas d'après la Torah par la femme, qui soi-disant a fait teshuva, d'accord, alors qu'en fait elle se conduit avec une cruauté sans pareil envers le père de sa fille, d'accord. Et donc on se retrouve dans cette situation-là. Ce qui est intéressant à voir, c'est ce que dit la Torah, d'accord, sur quelqu'un qui utilise les tribunaux non juifs les tribunaux qui ne jugent pas d'après la Torah, donc s'ils sont juifs c'est encore pire, pour arriver à ses fins et tirer de l'argent ou des peines de prison ou toutes sortes de souffrances envers son prochain. Donc on est dans le Siman Shin Pechet, dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, et on voit donc ici au Seif Tet, Asur limsor l'Israël beyadakum, c'est interdit de transmettre un juif dans les mains de non-juifs ou de juifs qui ne jugent pas d'après la Torah, que ce soit pour le faire enfermer ou le menacer d'être enfermé, ou que ce soit pour le retirer son argent, même si c'est quelqu'un de rachat, donc même si c'est quelqu'un qui ne respecte pas la Torah, parce que il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui mais c'était pas quelqu'un de religieux, ben ça change rien, même si c'est quelqu'un qui fait beaucoup de Haverot, et même si il nous fait beaucoup souffrir, d'accord. Et au Seif Yud, il est écrit, il est permis de terminer la vie de celui qui fait cela, qui est appelé Moser, en tout endroit et en tout lieu et en tout temps. Donc ça, c'était avant qu'il y ait l'État d'Israël, évidemment, car aujourd'hui, on est dépendant des lois du pays.
et s'est permis donc de terminer sa vie avant qu'il fasse la dite délation. À partir du moment où il dit « je vais commettre la délation, je vais te dénoncer aux autorités, que ce soit à vrai ou à faux, pour te faire enfermer ou t'enlever ton argent. » Donc même si c'est pour un tout petit peu d'argent, son sang est sur sa tête, et toute personne qui a la possibilité doit lui dire « ne fais pas cela ». Et s'il dit « je vais le faire malgré tout », c'était une mitzvah de terminer sa vie. Et c'était même un mérite pour celui qui était le premier à y arriver. Donc tout cela nous enseigne que c'est pas évident de juger ce qui s'est passé ici et de dire, comme je l'ai entendu vendredi, quel salopard, il mérite ceci, il mérite cela. D'abord, il est évident que on voit que les journalistes cherchent à éveiller la haine des gens envers cet homme-là, en nous disant au début qu'elle était enceinte, son ex-femme enceinte, sans nous dire de qui est l'enfant. D'accord? Donc celui qui lit pas plus loin va entendre qu'il a tué son ex-femme enceinte de son propre enfant et va tirer des conclusions hâtives erronées. Et c'est exprès. Les journalistes ont écrit l'article de cette façon dans le but que les gens pensent qu'elle est enceinte de son enfant. Et également, on nous dit après que il est arrêté, etc., qu'il a fait une tentative de suicide. On veut nous faire entendre par là qu'il a voulu jouer la victime, alors qu'en fait, il s'est tiré une balle dans la tête. Donc, il avait clairement l'intention d'en finir avec la vie, d'accord? Et sa situation est grave, donc il est très probable qu'il va y rester s'il n'est pas déjà mort pendant Shabbat. Donc, il faut toujours... le but de la leçon d'aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il faut mettre de côté l'influence, ce qui influence notre façon de penser, qui nous vient des émotions qui nous ont été transmises par la rue, par l'ensemble médiatique, les journalistes, par la façon de penser du monde des dômes, par la primauté de la femme dans cette société moderne qu'est la nôtre, dans laquelle la seule chose qui compte, c'est la sensation de la femme, qu'elle se sente bien et que la femme a toujours raison, quelle que soit la situation, et que la fin qui est le bien-être de la femme justifie tous les moyens. Et cela, il faut le mettre de côté et essayer de réfléchir. Et c'est comme ça qu'un juif doit réfléchir en se disant que dit la halakha, même si ça a l'air d'aller à l'encontre de ce qui me semble moral. Ce qui me semble moral n'est pas forcément la morale de Dieu. Et on a un exemple très connu qui est le roi Shaoul. D'accord? Le roi Shaoul s'est dit, je vais être plus moral, plus miséricordieux que Dieu lui-même, puisque en fait, maintenant qu'on a tué tous les Amalékim, tout le peuple d'Amalek, le roi n'est plus le roi de personne, et les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour qu'on les tue? Et donc, je vais les laisser en vie pour l'instant, et on en fera des sacrifices pour Dieu. Et Dieu lui a dit, Altéït Sadikarbe, ne crois pas que tu peux être plus juste que moi. D'accord? Ne crois pas que tu peux être plus juste que moi. Ne crois pas que tu peux avoir une plus grande morale que la mienne. La morale doit absolument, pour exister, avoir un point de référence absolu. Et la seule chose qui est absolue en ce monde et en dehors, c'est Dieu. Tout le reste est relatif. D'accord? Et donc la morale doit absolument venir de Dieu. Donc de la Torah. Et donc si nos points de référence ne sont pas la Torah et la halakha, alors notre morale est fausse. Notre morale n'est pas une morale, elle est changeante
au gré des époques, au gré des lieux et au gré des influences. Et un juif doit s'enseigner à lui-même la Torah afin d'avoir les références suffisantes pour pouvoir être capable de juger dans tous les cas quelle est la façon de penser appropriée par rapport à ce cas-là et ne pas se laisser influencer par euh, tous les, toutes les paroles du monde qui a des priorités qui sont autres que celles de la véritable morale divine. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire et transmettez la vidéo.